Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On débute une nouvelle série, là, après la série sur le cancer que vous avez énormément plébiscité. On va y revenir, hein, comme je vous l'ai dit, on va y revenir en novembre, décembre. Je pense on va remettre le paquet là-dessus, tellement il y a eu de retours positifs comme négatifs. Mais là, j'avais envie vraiment d'aborder une question que j'aborde finalement rarement. Je vous ai beaucoup parlé de réforme alimentaire, je vous ai beaucoup parlé d'introduire des jus, enfin voilà, ma chaîne est connue pour ça. Mais très souvent, il y a des questions qui reviennent sans cesse, c'est Thierry, et toi, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'alimentes, et ainsi de suite. Et c'est une question à laquelle j'ai jamais voulu trop répondre, pour la bonne et simple raison que mon exemple personnel, ce que je fais pour moi, il me semble évident que ce n'est pas reproductible, hein, qu'il y a des principes sur lesquels on peut tous s'appuyer, mais par contre que l'application de ces principes dans la vie de chacun n'a pas vraiment grand intérêt. Alors, je me suis dit que finalement, peut-être que je me trompais et que mon histoire, 12 ans de transition alimentaire, comme j'ai appelé cette vidéo, parce que c'est à peu près ça fait un peu plus de 12 ans quand même plus que ça, 15 ans, 16 ans, hein, que j'ai vraiment commencé à réfléchir sur mon alimentation et à la modifier, pouvait avoir valeur d'exemple, non pas tant sur les solutions trouvées, mais sur la méthodologie, sur la façon dont je m'y suis pris pour arriver à fonctionner maintenant au quotidien d'une manière totalement libre, intuitive, simple, et surtout dans lequel l'alimentation n'a plus aucune importance pour moi, c'est-à-dire j'y réfléchis même pas. De toute façon, voilà, le prémisse à tout ce que je vais vous présenter, c'est que on a tous plus ou moins la sensation quand même que notre alimentation peut influer plus ou moins selon les personnes, mais je dirais quand même globalement plus, que notre alimentation a une influence relativement forte sur notre état physique et psychologique. Hein, on en a tous un petit peu la prescience d'une certaine manière, ça commence à être de plus en plus su, dans les médias même de plus en plus on parle de régime, on parle d'approches alimentaires différentes. Le problème c'est qu'il y a tellement de régimes, tellement d'approches, que la plupart du temps on est complètement perdu. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je vois des avis qui divergent dans tous les sens. Chacun y va de son avis, de son argumentation, une argumentation qui est orientée pour montrer la véracité de son avis. Et puis là-dedans, nous, on fait de la brasse d'une certaine manière, on ne sait pas trop où on en est. Et ce qui est important, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui nous convienne, c'est-à-dire qui réponde à nos attentes et nos finalités, qui sont souvent multiples par rapport à notre contexte de vie. Donc j'ai deux questions, moi, que j'ai posées dès le départ. Comment savoir qui a raison et comment changer d'alimentation sans se tromper? Et au travers de cette vidéo, j'ai envie d'essayer de commencer à vous donner des éléments de réponse à ces deux questions et peut-être vous rendre compte que ce sont deux questions qui sont des mauvaises questions. Alors, je n'ai jamais voulu donner de plan alimentaire. Pour la bonne et simple raison que pour moi, un plan alimentaire n'a de sens que s'il est complètement individualisé. Or, qui plus que toi, enfin, je veux dire, c'est comme la santé, voilà. Attendre un plan alimentaire de l'extérieur, c'est comme attendre de la santé de l'extérieur. Le plan alimentaire, c'est quelque chose qui jaillit de l'intérieur, hein, à partir de la connaissance des grands principes propres à l'alimentation. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous manque énormément, parce que chaque fois que quelqu'un te parle de régime, il ne s'appuie pas sur des principes. Il te dit, voilà, le régime, il faut manger comme ceci, il faut manger qu'un seul aliment, il faut manger que cet aliment-là, et puis il faut supprimer les autres, et ainsi de suite. Et il ne s'appuie pas sur les principes. Mais un régime, un mode alimentaire, ça vient de l'intérieur uniquement. Hein, c'est-à-dire c'est l'émanation de tes besoins, la manifestation de tes besoins et leur application dans la vie réelle. D'ailleurs, tu vois, cette histoire de régime, moi ça m'avait toujours surpris parce que comment on peut imaginer donner la même chose, hein, souvent même tu as des régimes dans lesquels on t'indique même les quantités de ce que tu devrais manger. Enfin, je veux dire, la personne, elle ne te connaît pas. La personne qui dit ça, elle ne te connaît pas. Tu as une personne de 95 kg et 1m95, et puis tu as l'autre qui fait 1m60 et 41 kg. Hein. L'une qui vit dans le nord de la France, l'autre qui vit au sud de l'Espagne. L'un qui a 40 ans, l'autre qui en a 18. Enfin, je veux dire, l'un qui a une activité physique, l'autre qui ne l'a pas. Enfin, comment tu veux donner un régime alimentaire qui soit aussi général et qui ne tienne pas compte des individualités? Ça me paraît juste totalement impossible. Comment, d'ailleurs, souvent je me dis, il faut être sacrément gonflé pour arriver à créer un régime alimentaire pour l'autre.
hein, à être. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les diététiciens parce qu'il faut quand même être sacrément gonflé pour arriver à dire à l'autre ce qu'il doit manger, alors qu'on ne le connaît pas. Globalement, on ne le connaît pas, on ne connaît pas la physiologie de l'autre. Alors, j'imagine que comme moi, vous avez envie d'une seule chose, que votre alimentation elle soit simple, agréable, qu'elle donne du plaisir, qu'elle soit peu coûteuse, qu'elle soit relativement intuitive, que ça ne vous prenne pas la tête et surtout qu'elle vous assure une bonne santé. Alors, il est relativement facile de montrer que la transformation de notre alimentation, particulièrement dans le sens d'apporter plus de contenu micronutritionnel, va aller dans le sens de l'amélioration de la santé. Moi, j'ai envie de vous raconter mon parcours personnel pour que vous compreniez un petit peu comment j'ai pu faire évoluer mes besoins, comment j'ai pu comprendre mes besoins et surtout comment j'ai pu découvrir certains principes propres à l'alimentation et qui m'étaient cachés jusque-là et qui faisaient que je naviguais en plein fou. Alors, pour faire simple, hein, ma vie, mon œuvre, pour faire simple, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie, on va dire. Première phase, qui est commune à la plupart des gens, c'est la phase familiale. Je suis dans ma famille jusqu'à 17-18 ans. J'ai passé mon bac, j'avais un an d'avance, donc j'ai passé mon bac, j'avais encore 17 ans. Première phase de vie. Mon alimentation n'était pas compliquée puisqu'elle était donnée par ma mère, donc c'était ce qui m'était donné dans ma famille. On va dire quand même globalement c'était une alimentation relativement traditionnelle. Ma mère cuisinait beaucoup à la maison. Peu de plats préparés, j'ai très peu connu ça, j'ai été préservé, vraiment elle faisait vraiment, enfin c'est même pas qu'elle faisait des efforts, c'est que pour elle c'était naturel, c'était une bonne cuisinière, donc elle préparait. Je me souviens toujours avoir été, mes premiers souvenirs, je suis sur le siège du vélo de ma mère et on va à 2-3 km de là, au village d'à côté, chez un maraîcher acheter des légumes pour préparer, légumes fruits pour préparer. Donc j'ai quand même été baigné dans un environnement dans lequel j'avais accès à des produits de qualité. Par contre, inconvénient, alors inconvénient pas de l'alimentation en tant que telle, mais j'ai toujours été un beau bébé et avec un léger surpoids qui est devenu un surpoids important à l'adolescence. Un surpoids important qui a fait que très tôt, je me suis retrouvé confronté au régime. Alors, c'était moi qui l'ai demandé, hein, parce que quand tu es gros au collège ou au lycée, tu en prends plein la figure. Donc, gros boutonneux et fils de prof, tu vois, c'était mal barré pour moi. Donc, rapidement, je me suis retrouvé, je me souviens des régimes Weight Watcher que j'ai fait à l'âge de 13 ans, 14 ans. Pour vous donner une idée, à l'âge de 18 ans, je faisais 86 ou 87 kilos pour 1m75. C'était pas de l'obésité morbide, hein, on est loin de là. Mais j'étais quand même en surpoids, en net surpoids. Là, pour vous donner une idée, maintenant, j'en fais, c'est mon poids de forme à peu près, j'en fais 60-61 kilos. 60-61 kilos, ou 60 kilos à peu près, pour 1m75, c'est à peu près mon poids de forme. Là, je suis bien, je suis stabilisé, je fais pas d'effort du tout pour rester à ce poids. D'ailleurs, je me pèse quasiment jamais, mais quand je me pèse, je constate que voilà, je reste dans ces eaux-là. En fonction des périodes de l'année, je peux descendre à 58, 57, si vraiment j'ai fait pas mal de jeûnes ou que c'est en plein été que je mange peu, et puis remonter à 60-61 parfois en plein hiver ou si j'ai une période d'inactivité un peu plus importante, mais globalement je reste dans ces eaux-là. Donc j'étais en surpoids et je me suis retrouvé rapidement confronté à la notion de régime. Et les régimes, c'est une véritable catastrophe. Ça fait partie des choses qui sont évidentes pour moi. C'est que tout régime restrictif conduit tôt ou tard à un effet rebond qui va avoir des conséquences. Si c'est un régime restrictif sur la quantité, eh bien, qui va donner ensuite des pulsions boulimiques sur la quantité. Si c'est un régime restrictif sur la nature, par exemple tu exclus les sucres, ça va te donner une appétence pour les sucres énorme. Si c'est un régime restrictif sur les graisses, ça va donner une appétence pour les graisses énorme. Les régimes restrictifs ne fonctionnent pas parce que notre corps il est structuré autour d'une notion de plaisir, notion de plaisir d'ailleurs que les industriels de l'alimentation ont bien compris et l'utilisent à nos dépens, mais nous sommes guidés par un principe de plaisir, c'est-à-dire qu'une alimentation adéquate pour moi, elle doit obligatoirement matcher avec la notion de plaisir, sinon ça ne marche pas, obligatoirement. Donc ça c'est ma première période, du traditionnel par lequel on est souvent tous passés. Alors je dirais du traditionnel, maintenant moi j'ai 45 ans, donc je fais partie des années 70, je suis né en 1974. Je pense que du traditionnel de maintenant, c'est beaucoup plus transformé, blister, prêt à cuire, prêt à consommer, donc moins de qualité. Alors ensuite il y a eu une période pour moi entre 18 et 25 ans, où je suis parti de la maison, qui a été au niveau alimentaire qui a été à peu près n'importe quoi, globalement n'importe quoi. Je suis assez connu, j'étais connu parmi mes copains pour faire déjà des monodiètes, mais des monodiètes de chips, de crevettes, hein. Je mangeais beaucoup de chips, beaucoup d'alimentation transformée, pas mal d'alcool aussi, pas mal de cannabis à l'époque aussi, des stupéfiants
surtout du cannabis à l'époque. Anarchie alimentaire totale, c'est-à-dire des périodes où je mange très peu, des périodes où je mange énormément, beaucoup de produits transformés sur le pouce, beaucoup d'activités physiques, énormément d'activités physiques, beaucoup de courses à pied, beaucoup d'escalade, beaucoup de montagne, je partais beaucoup en montagne, je faisais de l'alpinisme, des hivernales. Donc, gros catabolisme, gros efforts demandés au corps, et alimentation qui s'était vraiment dégradée en termes de qualité. Mais bon, je ne le voyais pas. Je surfais aussi sur tout mon bagage, certainement sur tout mon acquis. Je ne le voyais pas. De temps en temps, on me mettait en garde, on me disait Thierry, tu ne peux pas faire autant de sport et puis continuer à faire la fête le soir, à bouffer n'importe quoi et ainsi de suite. Moi, je disais non, mais attends, t'inquiète pas, je sais où je vais, il n'y a pas de problème, mon corps il tient bien. Alors ça, c'est vraiment l'apanage de la jeunesse d'une certaine manière, c'est de ne pas se rendre compte qu'on vit sur nos économies, hein, donc de tirer sur la carte bleue d'une certaine manière, de cramer le compte et puis de se dire non, mais moi j'ai des ressources et ainsi de suite. Ouais, tu as des ressources, mais tu es en train de taper dedans. Alors, là, pas vraiment de transition alimentaire, rien à dire de particulier, sauf que petit à petit, mon état de santé physique et psychique a commencé à se dégrader. Alors, il y avait énormément de facteurs pour ça, épuisement physique, simplement, j'enchaînais trop, je courais trop, beaucoup trop, je m'entraînais beaucoup trop, je ne laissais pas du tout la place au repos, j'étais d'une certaine manière addict, drogué à l'exercice physique. Les quelques rares fois où je me suis vraiment blessé, je devenais dingue à force de ne pas pratiquer d'activité sportive et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui se reconnaîtront là-dedans. Alimentation qui ne m'apportait pas maintenant avec du recul la qualité nutritionnelle que je devais trouver normalement. Et voilà, et puis bon, alcool, cannabis et ainsi de suite qui n'amélioraient pas la chose. Ce qui fait que à partir de 25 ans, j'ai commencé à souffrir de troubles physiques et psychiques à répétition. Ça a commencé d'abord par des ruptures, ruptures ligamenteuses, des ruptures au niveau des ménisques du genou, au niveau de la hanche aussi, au niveau des épaules, des blessures à répétition qui faisaient que je ne pouvais plus pratiquer mon activité sportive. Donc baisse du moral aussi, baisse du moral parce que je ne pratiquais pas mon activité sportive et puis baisse du moral dans l'absolu. Et entre 25 et 33 ans, ça a été une longue descente aux enfers, d'abord avec des petits mots, puis qui sont devenus des gros mots, entre guillemets, MAUX, jusqu'à me retrouver à l'âge de 33 ans dans un état d'incapacité totale, handicapé moteur, dans l'incapacité de me bouger par moi-même, dans un état de cachexie avancé, puisque je faisais plus que 30 kg pour 1m75. Donc j'étais passé de 87 kg à 30 kg, donc tu peux imaginer ce que ça représente sur le corps. Avec une tuberculose, pancréatite, hépatite, enfin je vous l'ai raconté déjà des tas de fois. Mais ce qui est intéressant pour notre sujet de cette vidéo, c'est que entre 25 et 33 ans, j'ai cherché des solutions. D'abord, j'ai commencé du côté de la médecine classique, qui m'a baladé d'hôpital en hôpital, hôpital de Purpan, hôpital de Perpignan, hôpital La Péronie à Montpellier. Je les connais par cœur, j'ai fait des longs séjours de plusieurs mois parfois dans ces hôpitaux. C'est pour ça que je connais le système hospitalier. Des fois, les gens me disent tu tapes sur le système hospitalier, mais tu ne le connais pas. Je dis t'inquiète. Au cumul, j'ai passé plusieurs années dans le système hospitalier, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Et c'est pas une façon, quand je tape sur le système hospitalier, c'est pas une façon de taper sur les personnels qui sont dedans. Ils font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont, mais sur le système en tant que tel, qui est juste aberrant et qui est juste antinomique avec la notion de guérison. Donc je connais par cœur. Et puis, rapidement, j'ai vu que la médecine classique n'apportait pas de réponse. On m'a mis sous antidépresseurs parce que je n'avais pas le moral. On m'a mis sous anti-inflammatoires parce que j'avais des inflammations partout. Je voyais bien que ça ne soignait rien, que je n'allais pas mieux, que j'étais juste sédaté, gavé d'anti-inflammatoires, que si j'arrêtais les anti-inflammatoires, l'inflammation augmentait, partait de plus belle, que si j'arrêtais les antidépresseurs, de toute façon même avec les antidépresseurs, je n'allais pas bien, je pleurais tout le temps, et en plus j'étais complètement KO en permanence, je bâillais tout le temps, je dormais tout le temps, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas non plus. Donc j'ai commencé à chercher autre chose, d'autres voies pour aller mieux, pour aller vers la santé, et obligatoirement je suis tombé sur la question alimentaire. Et à l'époque, quand on tombait sur la question alimentaire, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Internet était encore balbutiant. C'était au début des années 2000, fin des années 90 et début des années 2000. Internet était balbutiant, donc on trouvait quelques livres ça et là. Et je suis tombé sur des régimes. Et en particulier, à l'époque, j'ai commencé par le régime macrobiotique, puisque c'était ce qui était un petit peu connu dans les milieux de santé. Macrobiotique, je vous le fais simplement, c'est un régime dans lequel on consomme énormément de céréales, de produits cuits, transformés. Il ne faut surtout pas manger de fruits. Il y avait une question de yin et de yang. J'y comprenais pas trop grand-chose au yin et yang, mais tout le monde me disait, toi Thierry, tu es yin, et maintenant il faut que tu consommes du yang. Donc du yang, qu'est-ce que c'était? C'était des choses salées, cuites,
fortement transformé par la cuisson. Par contre, il y avait des avantages, c'est que aucun produit industriel dans cette alimentation, il n'y avait pas de produits laitiers, il n'y avait pas de blé non plus à mon souvenir. Et donc j'ai commencé comme ça. Et je ne peux pas dire que ça a été miraculeux, mais j'ai senti des effets. J'ai senti que je me sentais quand même quelque part un petit peu mieux, que l'inflammation que j'avais au niveau des intestins diminuait légèrement. J'ai senti qu'il y avait quelque chose et que oui, mon alimentation pouvait influer grandement sur mon état de santé. Donc ça m'a motivé, j'ai commencé à éplucher un petit peu. Et je suis rapidement tombé sur les écrits d'un pionnier en France qui s'appelle Tal Chaleur, qui est encore bien actif Tal actuellement, qui porte haut et fort la flamme de l'hygiénisme. J'ai lu ses écrits, j'ai lu aussi les travaux de quelqu'un qui s'appelait Scheseli, Edmond Bordeaux Scheseli, je crois, de mémoire. Hein. Ça rappellera certainement des choses à certaines personnes. Il y avait aussi un Américain, j'étais tombé sur un de ses livres, et comme je lisais assez bien l'anglais, qui s'appelle Victoria's Cuslin Cass, qui est un Américain, et donc qui tous prônaient une alimentation vivante, donc ça m'avait interpellé, base de beaucoup de graines germées. Donc j'ai commencé à introduire les graines germées dans mon alimentation, et là aussi j'ai trouvé qu'en termes de vitalité, de douleur et tout, c'était très très bien. Par contre, j'étais pas convaincu, donc j'hésitais entre beaucoup de choses et j'ai fait un petit mix entre alimentation vivante et macrobiotique. Je mangeais beaucoup de riz, beaucoup de céréales, parce que ça c'était la macrobiotique, puis j'étais persuadé que sans riz et sans céréales on ne pouvait pas s'en sortir. J'étais devenu globalement végétarien, je dirais pas végétalien, je dirais végétarien, parce que la macrobiotique est végétarienne, l'approche de l'alimentation vivante est globalement végétarienne. En tout cas, les mouvements qui étaient représentés alors étaient végétariens. C'était pas un végétarisme strict. Il m'arrivait de consommer un petit peu de fromage, il m'arrivait de consommer des œufs, mais globalement quand même, je consommais surtout des céréales, des fruits, des légumes, des noix, beaucoup quand même sous forme cuite, peu sous forme crue, mais avec ce régime-là, j'avais trouvé une certaine forme d'équilibre dans mes douleurs. Par contre, mon état physique ne s'améliorait pas. C'est-à-dire que l'état de dégradation qui était le mien continuait à progresser dans le sens de la dégradation, même si j'avais un mieux-être au niveau digestif, parce qu'avant je ne digérais plus rien, même si j'avais un mieux-être au niveau digestif, je n'y arrivais pas. Je suis allé consulter des personnes qui faisaient de la médecine ayurvédique. Je suis allé consulter des personnes qui faisaient de la médecine anthroposophique. Chacun me faisait un plan alimentaire très strict, très précis, que j'essayais d'appliquer, que la plupart du temps je n'arrivais pas à appliquer. D'ailleurs, ce qui faisait que je culpabilisais énormément. Et à ce moment-là, eh bien, j'en sortais et ça ne marchait pas. Une chose qui m'avait beaucoup marqué aussi et qui m'interpellait à l'époque, c'était que dans la macrobiotique, ce qui est bien, c'est de manger du cuit, du salé, du chauffé, du chaud surtout. Et dans l'alimentation vivante, en particulier l'approche, alors pas l'approche 30 de Tal Chaleur qui est très large, mais l'approche de l'Institut de santé Hippocrate aux États-Unis, où je me suis rendu finalement, qui prônait pas mal l'alimentation vivante à l'époque. Eh bien, dans l'Institut Hippocrate, il fallait surtout manger des graisses et des légumes, et surtout pas de sucre. Alors, c'était marrant parce que je me rendais compte que si j'appliquais le régime macrobiotique, je mangeais cuit, je mangeais salé, je me sentais bien psychologiquement, je me disais ouais, je respecte bien la règle, mais si je mangeais des fruits, oulala, je culpabilisais, je me sentais super mal. À l'Institut Hippocrate, si je mangeais cuit, alors là, je culpabilisais, il fallait que je mange cru. Par contre, si je mangeais des fruits, là, je culpabilisais. Et donc, dans toutes ces approches, il y avait quelque chose qui m'allait pas du tout, c'est que je ressentais des besoins. Moi, tu vois, au cours de l'année, il y avait des moments où j'avais envie de manger des fruits, d'autres où j'avais pas envie de manger des fruits, d'autres des moments où j'avais envie de plus manger cuit, d'autres où j'avais pas envie de manger cuit, et finalement je me retrouvais à être pris dans un système dans lequel j'étais mu par ma culpabilité. Tout ça, ça a débouché sur le fait que en 2007, alors que vraiment ma descente aux enfers, j'avais 32 ans, était de plus en plus forte, j'ai décidé de me rendre à l'Institut Hippocrate aux États-Unis en décembre 2007 pour essayer de comprendre l'alimentation vivante. Je m'y suis rendu, j'ai passé 3 semaines là-bas, un cadre magnifique, j'ai mangé surtout des légumes et
et des matières grasses, des crackers, des noix, des choses comme ça. C'était végétarien. D'ailleurs, je raconte un truc assez rigolo, c'est que quand même, ils interdisaient les fruits, proscrits. Les sucres, c'est mal. Les sucres, c'est très dangereux parce que, soi-disant, ça fait proliférer les candidats albicans, les bactéries et ainsi de suite. Ça, c'est une vision que maintenant, à laquelle je n'adhère plus du tout. Mais un truc qui était très marrant, c'est qu'il y avait des jardiniers qui travaillaient dans ce centre-là. C'était des portoricains la plupart. Et ils organisaient un trafic noir de fruits. C'était assez rigolo, c'est que moi, au moment, je discutais avec une autre personne qui était en pension là-bas, et je dis, mais j'en peux plus, moi j'ai envie de sucre, j'ai envie de fruits. Et l'autre, il me dit, attends, va voir un tel, va voir ce jardinier-là, parce qu'il a un grand jardin chez lui, il a plein de fruits, et si tu lui demandes, il te fera passer discrètement des papayes, des bananes, des ananas, et ainsi de suite. Et donc, il y avait un marché noir de fruits. Et pour moi, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, donc, finalement, c'est quand même une extrême forme de coercition et de stress qu'on impose aux organismes pour qu'on en soit rendu à faire du marché noir de fruits. T'imagines un peu le truc. Je suis rentré de l'Institut Hippocrate. J'ai été diagnostiqué avec une tuberculose. Donc, preuve pour moi quand même que cette alimentation, elle avait un intérêt, mais qu'elle ne suffisait pas à résoudre mon état. Et que finalement, quelques mois après, je me suis retrouvé, c'était en août 2007, j'avais 33 ans, et je me suis retrouvé à l'article de la mort. Donc première phase, j'ai essayé plusieurs régimes macrobiotiques, j'ai essayé aussi l'alimentation vivante façon Hippocrate, Institut Hippocrate, Anne Wigmore, je l'ai essayé en tâtonnant, on ne peut pas dire que je lui ai laissé quand même grandement sa chance. Surtout c'était caractérisé par le fait que je sautais de l'un à l'autre, parce qu'en fait c'était des régimes, donc je ne savais pas du tout comment me retrouver là-dedans. Et je me suis retrouvé à 33 ans, donc été de mes 33 ans, complètement alité, dans un état de débilité, au sens propre du terme, débilité physique extrêmement avancée. J'étais mourant, j'étais condamné. Et c'est là où j'ai rencontré une bande d'hurluberlus assez rigolote. En fait, c'est des gens que je connaissais depuis très longtemps. C'était des voisins chez mes parents, des personnes auxquelles je dois beaucoup, auxquelles je dois même, je leur ai dit déjà plusieurs fois, auxquelles je dois la vie. On se connaissait déjà depuis très très longtemps, Benoît et Guylaine, à qui je tire mon chapeau, parce que ça a vraiment été des piliers pour moi. Ce sont les propriétaires d'ailleurs du domaine Belleric, où nous organisons nos stages régulièrement dans les Pyrénées-Orientales. Et Benoît et Guylaine, ils avaient une approche alimentaire qui était très intrigante pour moi, que je connaissais, à laquelle je n'avais pas encore adhéré du tout. Ça s'appelait l'instinctothérapie à l'époque. Ça consistait à prendre en compte que le corps humain a une capacité à manifester ses besoins propres, ses besoins alimentaires en particulier, au travers d'un ensemble de signaux qu'on appelle l'aliesthésie. L'aliesthésie, c'est un principe de fonctionnement du vivant qui dit que finalement ta perception des goûts et des odeurs est modifiée par les besoins de ton corps. C'est-à-dire que tu vas avoir une maximisation de la perception de l'odeur d'un produit en fonction des besoins de ton corps. Si tu as très besoin de ce produit-là au niveau alimentaire, eh bien son parfum va t'enivrer d'une manière que ne fera pas un autre produit. Donc ça se basait avant tout sur notre ressenti. Il m'en avait parlé énormément, mais moi, je les voyais de loin, tu vois, il fallait manger tout cru, donc déjà moi, bien imprégné de macrobiotiques, ça ne me parlait pas, il fallait manger tout brut sans transformer, ça ne me parlait pas non plus, donc ça n'avait pas de véritable résonance pour moi. Et puis bon, j'en étais arrivé à un tel point d'affaiblissement que, à un moment, je me suis dit, allez, vaille que vaille, on va essayer. Et il y a une chose quand même qui me séduisait énormément dans cette approche, c'est qu'il n'y avait pas de régime. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de il faut pas. Et ça me paraissait extrêmement vivant comme approche, extrêmement jubilatoire. Il n'y avait pas de il faut pas. La maxime, c'était ton corps sait. Et ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Ton corps sait, il peut te dire, ton corps C-S-A-I-T, c'est pas le corps C-O-R-S-E-T, ton corps sait, ton corps connaît mieux que toi tes besoins, il peut te les manifester au travers d'un ensemble de signes, apprends à reconnaître ces signes, et ensuite, tu seras libre et tu pourras consommer tout ce que tu veux. Ton corps te dira la quantité, il te dira quand t'arrêter et tu pourras faire comme tu veux. Alors ça me parlait énormément. Moi qui avais basculé de régime en régime, je m'étais rendu compte que finalement les régimes ne marchaient pas, que l'autre ne savait pas pour moi, que l'autre me donnait des quantités mais que ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, vaille que vaille, on va essayer. On va essayer, et ça a été très très intéressant pour moi parce que ça m'a conduit à faire des expériences que je n'aurais jamais imaginées.
Et ça, c'est très valable dans les régimes alimentaires. Souvent, c'est de se rendre compte à quel point on est borné, on est bloqué hein, par des représentations stéréotypées. Je me souviens à l'époque, l'un des principes de cette instinctothérapie, alimentation sensorielle maintenant, comme l'appelle mon ami Dominique Guyot, c'était tu as des aliments qui vont être clés pour toi, qui vont apporter vraiment les nutriments dont tu as besoin à ce moment-là. Et le meilleur moyen de les déterminer, c'est d'arrêter de couper totalement ta représentation que tu peux avoir de ces aliments. Tu sais, la diététique qui nous dit tel aliment est bon, tel aliment est mal. Moi, je venais d'une famille dans laquelle on consommait peu de matières grasses finalement, parce que dans les années 70, on te disait le gras c'est mal, globalement, les années 70-80, les années Bernard Tapie, hein, on te disait le gras c'est mal, le gras fait grossir. Donc moi, j'étais empreint de cette culture-là. Donc on te dit, il faut te bander les yeux, globalement, et sentir les aliments, et tu vas voir, il y en a un qui va vraiment t'attirer. Je l'ai déjà raconté cette histoire. La première fois où j'ai pratiqué cette expérience, moi qui venais quand même de plusieurs années de végétarisme plus ou moins mou, la première fois où j'ai fait cette expérience, il y avait sur une table, il y avait des tas de fruits, de légumes et ainsi de suite, et puis il y avait de la viande, du poisson, tout cru. Alors le principe c'était de manger tout cru, parce que les aliments à l'état brut sont crus et que l'aliesthésie olfactive et gustative s'exprime sur des éléments bruts et non transformés. C'était la seule contrainte. En fait, la seule contrainte de cette approche-là, c'était de dire, tu es libre de faire tout ce que tu veux, la seule contrainte c'est qu'il faut manger cru et non transformé. C'est-à-dire qu'il faut sentir les aliments bruts, non transformés, parce que sinon ton odorat ne s'exprime pas de la manière dont il devrait s'exprimer. Et donc la première fois que j'ai mené l'expérience, je m'en souviendrai toujours, quand j'ai enlevé le bandeau, le produit qui m'avait fait le plus flasher, c'était un morceau de lard de cochon. Donc un truc très gras, très animal, du gras de cochon. Et sur le coup, bien sûr, hors de question de manger un truc pareil. Moi qui étais quand même, je suis quand même sensible à la condition animale, aux conditions qui sont faites aux animaux actuellement, donc hors de question de manger un truc pareil. Et je m'en souviendrai toujours, je l'ai déjà raconté, j'ai mis le morceau, les copains qui m'avaient laissé faire cette expérience m'ont dit, écoute quand même, si la théorie de l'instinctothérapie, de l'alimentation sensorielle est juste, si l'aliesthésie olfactive fonctionne bien, tu dois avoir quand même quelque chose à voir avec ce type d'aliment et tu devrais faire l'essai. Moi, pas question, mais j'avais accepté de le mettre dans mon frigo. Et je me souviendrai toujours, j'ai tourné autour du frigo pendant plusieurs jours. Tu sais, intellectuellement, c'était hors de question, quoi. Hors de question de manger un truc pareil, quoi. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Et en même temps, il y avait un truc en moi, tu vois, qui venait des tripes, qui était, ouais, mais ça sent quand même super bon, t'en as vraiment envie, et ainsi de suite. Et il y avait une espèce de conflit. Et vous savez, ce conflit, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans les régimes alimentaires. Et donc j'ai tourné autour, je le sortais de temps en temps, je le sentais, ça sent super bon. Oui, mais non, pas question. Tu n'es pas mu que par ton plaisir, faut pas déconner. C'est quand même de l'animal, tu vas pas manger de l'animal, c'est du cadavre, c'est dégueulasse, tu n'as pas à le faire ça à un animal, et ainsi de suite. Enfin voilà, tout le discours que je connaissais et qui est vraiment sensé en plus comme discours. Donc j'avais une espèce de conflit cognitif en moi jusqu'au jour où à un moment, je sais pas, si vous savez, la tentation un petit peu, je me suis dit, allez, j'en mets un morceau dans la bouche, mais je vais le recracher parce que c'est dégueulasse, c'est du cadavre, et ainsi de suite. Je l'ai mis dans ma bouche, et là, vraiment, j'ai senti comme si ma biologie, tu vois, dans ma tête, c'était non, tu vas pas manger ça. Et là, ma biologie a dit, enfin, ma biologie, comme si j'étais séparé, je suis pas séparé, mais j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui montait de l'intérieur, qui disait à mon esprit, ta gueule, littéralement. J'ai mangé ce morceau de viande que j'ai énormément apprécié au niveau du goût, et qui a fait qu'ensuite, pendant des semaines, j'ai mangé beaucoup de viande. Pas que de la viande, mais j'ai mangé beaucoup de viande et des fruits principalement. De la viande et des fruits, je mangeais beaucoup de ça. Il y a eu un énorme travail psychologique aussi qui s'est fait en même temps. Énorme travail psychologique. Et ce faisant, là, mon état de santé a commencé à s'infléchir de manière extrêmement positive. Il se passe quelque chose. Et ce que je veux au travers de cette présentation, qui est un peu longuette, certainement, je suis désolé, ça va durer un petit peu longtemps, mais je pense que l'histoire, elle est vraiment intéressante. Ce qui est vraiment de remarquable pour moi, c'est que le changement s'est fait sur le plan alimentaire quand j'ai commencé non plus à suivre ce que mon cerveau me dictait, qui était encombré de tous les préceptes diététiques que j'avais pu entendre, mais quand c'est mon corps qui a guidé. Et ça, c'est un principe vraiment essentiel sur lequel je me fonde, et sur lequel je vais me fonder aussi. Je vais vous en parler, peut-être pas dans cette vidéo, peut-être, mais demain dans le live. Je vais sortir une formation qui s'appelle Physio, une formation sur l'alimentation. Vous allez voir qu'on se base beaucoup sur le ressenti du corps, parce que lui seul sait, et lui seul peut vous guider. Parce que pour moi, les régimes alimentaires ne fonctionnent pas. Donc là, premier principe. J'ai appliqué cette méthode alimentaire pendant 2-3 ans, bien. Mon état de santé s'est énormément amélioré, j'ai repris du poids, je ne suis pas remonté à 60 kg, mais je suis remonté à 50 et quelques kilos,
50 kilos, 52, 51, 52. Qu'est-ce que je mangeais? Je mangeais des fruits, des légumes, des noix, des produits animaux, de la viande, un peu de poisson. Je mangeais à satiété. Je mangeais ce que mon corps me disait de manger. Par contre, il y a eu quand même un gros problème qui est apparu avec cette méthode alimentaire, c'est que les fameux signaux du corps, on les entend ou on ne les entend pas. Et je l'ai remarqué d'ailleurs chez nombre de pratiquants de cette méthode alimentaire. Autant théoriquement, pour moi, elle me paraît vraiment valide et juste, autant en pratique, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. Pourquoi? Bon, premièrement, parce que c'est extrêmement marginalisant. Bah oui, évidemment, quand tu te retrouves à ne plus manger que des produits crus, bruts, sans aucune transformation, c'est-à-dire même la moindre salade ou quoi que ce soit, tu ne vas pas la manger, au niveau social, c'est difficile. Donc on se retrouvait entre personnes qui pratiquaient cette alimentation-là, mais bon, les clubs fermés, moi, c'est pas trop mon truc. Donc au bout d'un moment, tu vois, se réunir uniquement autour de ce que tu manges, ça me fatiguait un petit peu. Hein, c'est comme un peu les meetings végans ou les trucs comme ça. C'est pas le genre de truc, moi, qui me branche plus que ça. Hein, tu vois, c'est se réunir autour d'un commun si réduit, puis si anecdotique. Tu vois, voilà, ce qu'on mange, bon, pour moi, c'est pas ce qui me détermine, quoi. Tu vois, il y a un moment où il faut que je trouve une alimentation qui me convient, mais après, il faut passer. Donc, première difficulté, la marginalisation sociale. Deuxième difficulté, c'est que les signaux du corps, tu les entends pas. Et je m'étais rendu compte que pour moi-même et pour nombre de personnes aussi qui étaient autour de moi, il y avait des phénomènes de boulimie qui apparaissaient dans lesquels, sous prétexte de finalement manger tout ce qu'on voulait et sans avoir la moindre restriction, sinon les signaux du corps, on se retrouvait à excusez-moi l'expression, mais se défoncer le bide régulièrement. Qui plus est, il y avait trop de produits animaux. On se retrouvait vraiment trop tenté par les produits animaux. Et ça d'ailleurs, à ce sujet-là, pour ceux qui sont vraiment intéressés par cette méthode alimentaire, je recommande vraiment chaudement tout le travail qu'a fait mon ami Dominique Guyot, G-U-Y-A-U-X, Dominique Guyot, avec qui j'ai déjà fait une vidéo, avec qui je referai d'autres vidéos d'ailleurs, parce qu'il va y avoir de l'actualité bientôt autour de Dominique. Et Dominique est quelqu'un qui a pratiqué l'instinctothérapie, qui est sorti de sa situation sclérose en plaques en pratiquant cette méthode alimentaire, qui en a vu les limites et qui a développé ensuite un modèle alimentaire qui tient plus compte des limites de l'instinctothérapie. Donc je vous renvoie vers ça. Il a écrit un livre qui s'appelle L'alimentation instinctive raisonnée, par exemple, qui est vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs, Dominique m'a fait l'honneur, la joie de participer à la formation physio qui va sortir demain. Il intervient dans cette formation physio pour apporter cette dimension de l'instinct et de vraiment ressentir ses besoins. Parce que c'est important. Ça ne fait pas tout, mais c'est important. Donc il y a eu cette période de l'instinctothérapie. Génial, je m'éclatais, j'ai repris du poids, je suis sorti de ma situation physique. Par contre, boulimie alimentaire, marginalisation sociale et quelque part une situation de saturation. J'atteignais quelque part les limites de l'instinct. Alors, comme j'atteignais les limites de l'instinct, eh bien, je suis allé voir d'autres approches alimentaires. Et là, boum, patatras, je suis retombé sur des régimes. En particulier, à l'époque, ce qui faisait fureur, c'était un gars qui s'appelait Douglas Graham, qui avait créé un régime qui s'appelait 90-10, donc 80% de sucre, 10% de protéines, 10% de lipides au maximum. Et Douglas Graham, pour montrer que c'était un super régime, il te faisait des pompes avec les bras écartés et tout. C'est un mec qui avait 60 ans et qui avait des performances physiques extrêmement importantes. Tout le monde ne jurait que par le 90-10. En plus, moi, j'étais à l'étranger à ce moment-là, j'étais en Thaïlande, j'y croisais beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglo-Saxons, qui ne juraient que par le 90-10. Donc j'ai essayé le 90-10, donc beaucoup de sucre, beaucoup de fruits, très peu de graisse et très peu de protéines. Donc là, par rapport à l'instinctothérapie, il y avait des règles beaucoup plus draconiennes, des règles beaucoup plus strictes. Alors, le fait de manger beaucoup de fruits, ça a amené une légèreté digestive qui était indéniable. Par contre, pour moi, ça a amené rapidement pas mal d'inconvénients. Et ouais, pas mal d'inconvénients. Avec quoi? Avec des phases de beaucoup d'énergie suivies de phases de beaucoup de fatigue. Maintenant, je le comprends. La glycémie, elle faisait un yo-yo pas possible. Là, ouais, parce que pour tenir uniquement sur des fruits sucrés, sans protéines et sans graisse, eh bien, ça amène vraiment à des variations glycémiques très très importantes. Et puis, au final, tu te retrouves à manger beaucoup de fruits, pas tant de légumes que ça. Je sais bien que Douglas Graham dit qu'il faut manger une grande salade tous les jours, le soir, il faut se manger. Ce sont des grands principes. En pratique, la plupart des gens que je croisais ne l'appliquaient pas. Ils se gavaient de fruits. Ils se gavaient de sucre, des dattes, en veux-tu, en voilà, des bananes dattes, des smoothies bananes dattes, en veux-tu, en voilà. Et
c'est marrant parce que j'ai appliqué cette méthode et au bout d'un moment, pareil, je me suis retrouvé avec les mêmes problèmes que l'instinctothérapie, boulimie, boulimie, boulimie. C'est comme si je cherchais quelque chose que je n'avais pas. C'est comme si je cherchais des nutriments que je n'avais pas. Il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Et j'ai continué à chercher, à pratiquer, à rechercher, à chercher de l'information. Alors une chose que je remarquais, c'est que ce régime-là, il marchait relativement bien pendant un temps, parce qu'après on peut relativiser, pour des jeunes qui étaient très actifs et qui faisaient énormément de sport, donc qui consommaient énormément de sucre. Ce régime pouvait leur convenir sous des pays tropicaux. Mais pour ceux qui n'avaient pas ce niveau d'activité physique, ça devenait plus compliqué. Une chose qui est caractéristique de tous ces régimes, et là je fais une petite aparté quand même, c'est que surtout si vous arpentez les forums des personnes qui adoptent ces régimes, il y a une propension à rentrer en religion qui est assez impressionnante. Et toute personne qui va apporter un avis divergent sur ces régimes, elle est aussitôt mise à l'index. Moi je m'en souviens parce que j'ai commencé à pratiquer, donc j'ai partagé, je suis allé sur des forums où on pratiquait le 90-10 pour partager mon expérience, poser des questions et tout. Et à partir du moment où j'ai arrêté de dire « Waouh, c'est fabuleux, ça marche super bien pour moi, mais ouh là, j'ai des difficultés », à ce moment-là, je m'en suis pris plein la figure. Mais impressionnant, impressionnant. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que par derrière, par contre, il y en avait certains qui me disaient « Oh là là, mais moi j'ai les mêmes difficultés que toi, mais je ne sais pas d'où ça vient, j'arrive pas à comprendre et tout. Pourtant, c'est le meilleur régime du monde. » Et chaque fois, je leur disais « Non mais c'est pas le meilleur régime du monde. Si tu n'es pas bien avec, c'est pas le meilleur régime du monde. Il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui ne va pas. » Donc ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. J'ai continué à chercher. Et toujours ce que je gardais en tête, moi, et qui me paraissait une évidence quand même, c'est une bonne proportion d'aliments crus apporte un énorme apport micronutritionnel. J'avais vu que l'instinctothérapie, et donc cette approche sensorielle qui incluait tous les produits, mais m'avait apporté énormément de bien-être, même s'il y avait eu ce problème de marginalisation sociale, de boulimie, parce qu'on ne sentait pas trop les limites de l'instinct, il y avait quand même eu beaucoup de bénéfices. C'est là qu'en cherchant, un jour, je suis tombé sur les jus de légumes. Les jus de légumes, vous savez, au début, j'en voulais pas. J'en voulais pas parce que je venais de l'instinctothérapie, il ne faut surtout pas transformer les produits. Donc mon discours, c'était les jus de légumes, il n'y a pas d'extracteur de jus dans la nature, donc on ne fait pas de jus de légumes. Voilà. Bon, c'était, on va le dire, je suis désolé de le dire comme ça, c'était très con comme raisonnement, parce que dans la nature, il n'y a pas d'appareil photo pour prendre des vidéos, il n'y a pas d'ordinateur pour regarder des vidéos, il n'y a pas de chaussures, il n'y a pas de pantalon, il n'y a pas de t-shirt régénère, il n'y a pas de micro, il n'y a même pas de couteau, il n'y a pas de fourchette, il n'y a rien de tout ça dans la nature. Donc dire c'est pas bon parce que c'est pas dans la nature, c'est relativement crétin parce que finalement tout notre mode de vie n'a rien de naturel. Donc il ne s'agit pas de trouver des solutions qui sont dans la nature puisqu'on n'y est plus, il s'agit de trouver des solutions qui sont adaptées à nos circonstances. Mais bon voilà, moi je rejetais les jus, puis jusqu'au jour où j'ai côtoyé une personne, parce que j'avais déjà commencé les vidéos, puisque j'ai commencé les vidéos en 2011, j'avais déjà commencé les vidéos, et j'ai rencontré une personne qui en consommait beaucoup, j'ai passé quelques jours chez elle et elle m'a fait boire des jus de légumes, et là, waouh, et particulièrement par rapport à l'approche tout fruit qui devenait vraiment écœurante pour moi, trop de sucre, le fait d'ajouter des jus de légumes, waouh, je sentais tous ces minéraux qui arrivaient dans le corps, j'ai senti vraiment un regain d'énergie, j'ai senti que ça marchait bien. Alors j'ai commencé à adopter les jus de légumes, à en parler autour de moi, à en faire prendre autour de moi, à induire les gens à en prendre, et là, waouh, j'ai vu que plus on augmentait le contenu micronutritionnel, plus c'était intéressant. Alors oui, mais... Et là, intéressant aussi. Oui, mais, on ne va pas faire trop long, mais il y a quand même beaucoup de remarques à faire. Oui, mais, je remarquais quand même que cette histoire des jus, elle marchait d'autant mieux pour des personnes qui étaient plutôt en surpoids, un peu avec de l'hypertension et ainsi de suite, et que des personnes en sous-poids, plutôt frileuses et fatiguées, si on leur donnait trop de jus, particulièrement en hiver, ça ne marchait pas. Et là, je croisais des gens qui faisaient de la diététique chinoise qui me disaient « Mais attention Thierry, il y a le yin, il y a le yang, et les jus c'est très yin, donc il ne faut pas en consommer. » Oh là 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 là, c'est yin, c'est yang, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ben là, il y a un principe que je ne connaissais pas, qui s'appelle le principe de la densité, qui est pour moi un principe essentiel. Si tu ne connais pas ce principe, tu es coincé avec les yin, les yang, les c'est bien, c'est mal, les il ne faut pas manger de jus, et ainsi de suite, il ne faut pas trop en manger. Attention au jus, le danger des jus, et ainsi de suite. Le principe de la densité, c'est un principe essentiel pour l'alimentation. Il n'a pas sa place dans le cadre de cette vidéo. Par contre, demain, je vais vous faire une présentation en live, mardi soir à 21h sur YouTube, et je vous expliquerai ce principe de la densité qui est un principe essentiel. Et si vous le connaissez,
eh bien, vous ne serez plus le fruit de régime, mais vous aurez la connaissance qui vous permettra de comprendre pourquoi vous avez fait des erreurs et comment les corriger. Principe de la densité. J'ai découvert donc les jus qui ont été un énorme bienfait pour moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai revu doucement ma copie aussi. Cette histoire de 90-10 m'avait pas mal retourné la tête et en même temps, je voyais que ça ne marchait pas, pour moi. Donc je me suis souvenu un petit peu de mes anciens principes et j'ai commencé à réintroduire plus de matière grasse. Et plus j'introduisais de matière grasse, mieux je me sentais. J'ai commencé à réintroduire aussi, de façon ponctuelle, les produits animaux. Un peu de viande, du poisson, non, j'aime pas particulièrement ça. Les principes de l'instinct que je connais me font me guider, me font aller vers quelque chose qui m'attire. Je mange pas du poisson parce qu'on m'a dit qu'il y avait des oméga 3 dedans. Si j'en ai pas envie, j'en mange pas. J'aime pas le poisson, j'ai jamais aimé le poisson. De la viande, quelques œufs, en plus on avait des poules et tout, donc j'avais des œufs à la maison, de la viande et quelques œufs en choisissant vraiment la viande d'animaux qui ont été élevés en liberté, ou semi-liberté en tout cas, qui ont mangé de l'herbe et ainsi de suite, en essayant de faire les choses au mieux. Et en réintroduisant cette diversité, waouh, ben j'allais de mieux en mieux en mieux en mieux. Donc là, je commençais à approcher quelque chose qui était vraiment intéressant pour moi. Il y avait pas mal de fruits, il y avait quand même des matières grasses, il y avait des produits animaux, il y avait des légumes, principalement crus, pas tout crus, hein, sans dogmatisme aucun, mais principalement crus. La deuxième grosse différence après l'adoption des jus de légumes, ça a été la découverte du jeûne. Là, la découverte du jeûne, c'était il y a 4 ans ou 5 ans, a radicalement transformé ma santé et mon alimentation. Et j'ai compris, et ça aussi c'est un principe que je vous exposerai demain soir, j'ai vraiment compris à quel point le repos alimentaire faisait partie de l'alimentation. C'est-à-dire que souvent on considère le repos d'alimentation, le fait de ne plus s'alimenter, comme quelque chose qu'on fait ponctuellement de temps en temps, mais le reste du temps on mange tout le temps. Eh bien, j'ai complètement compris que comme pour avoir une activité élevée, eh bien, il faut des temps de repos. Le sommeil est indispensable à l'activité du jour et l'activité du jour est indispensable au sommeil. C'est-à-dire que si tu ne t'actives pas assez pendant la journée, le soir tu ne vas pas avoir un bon sommeil parce que tu n'es pas assez fatigué pour t'endormir. C'est comme ça que des personnes qui ont du mal à dormir, des fois, on dit mais il faudrait que tu ailles courir, il faudrait que tu ailles bouger un petit peu parce que c'est parce que tu vas tirer vraiment dans la machine le jour que tu vas pouvoir dormir la nuit. Et le sommeil de la nuit est nécessaire à l'activité du lendemain. C'est deux facettes d'une même problématique. Eh bien, pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. Il y a un principe essentiel, c'est le principe du repos digestif. Le repos digestif est un principe alimentaire, devrait faire partie de notre alimentation en tant que tel, le repos digestif. Et là, la découverte du jeûne a été radicale pour moi. Vraiment, découverte du jeûne, incroyable. Jeûne intermittent que je pratiquais Ouais, non, remarque, non, je l'ai adopté vraiment radicalement à cette époque-là. Jeûne intermittent, c'est-à-dire le fait de ne plus faire du tout de petit déjeuner. Et puis des jeûnes de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Découverte du jeûne sec, alors là, waouh, encore plus incroyable. Et puis mon état de santé physique, vous le voyez au fur et à mesure des vidéos, n'a fait que s'améliorer. Là, vraiment, le jeûne, ça a été vraiment une clé essentielle. Donc il y a eu dans cette phase, je dirais, 4 phases pour retenir. La première, la découverte de l'instinct, qui a toujours été une base, qui me dit finalement, dirige-toi vers ce que tu sens être bon pour ton corps et oublie les principes de diététique. Ensuite, la découverte des jus, qui a pour moi aussi été essentielle, augmenter le contenu micronutritionnel. En sachant quand même qu'il y avait des principes à respecter, le principe de la densité que je ne connaissais pas et qui m'a fait faire pas mal d'erreurs. Par exemple, faire une cure de jus en plein hiver, catastrophique. Tu vas me dire, mais pourquoi? Je croyais que les jus c'était bon. C'est ça qu'il faut arriver à sortir de notre cerveau. Il n'y a pas de bon ou de mal dans l'absolu en matière de régime alimentaire. Il n'y a pas de bon ou de mal. Il y a ce qui est adapté et ce qui n'est pas adapté. Et ce qui est adapté pour toi ne l'est pas obligatoirement pour un autre. Ce qui est adapté pour toi à un moment de ta vie ne l'est pas à un autre moment de ta vie. C'est pour ça qu'il ne nous faut pas des régimes, il nous faut des principes. Les régimes sont contraignants, c'est une approche religieuse des choses, mue par la peur d'ailleurs. Si on a besoin de figer les choses, autant de les écrire en disant tu dois consommer ça, ça, ça et ça. Puis quand tu le fais, tu te sens bien parce que tu fais partie du groupe des personnes qui mangent bien. Puis les autres... c'est comme ça, ça c'est une structure religieuse et la base même de toutes les religions c'est la peur. C'est la peur, on construit des bases rituelles extrêmement draconiennes parce qu'on a peur et qu'on veut se relier à quelque chose de figé qui nous rassure d'une certaine manière. Donc découverte des jus, avec des principes que je ne connaissais pas de l'imitation, mais découverte des jus qui m'ont apporté énormément de choses. Découverte du jeûne,
qui là aussi a été waouh en termes d'alimentation, génial. Ma digestion qui était compliquée avec le jeûne, waouh, elle est devenue bien meilleure. Mon assimilation est devenue bien meilleure. Et d'ailleurs, chacune de ces découvertes s'est soldée par une augmentation, moi, de mon poids, puisque moi, de mon poids et de ma vitalité. Hein. Quand j'ai découvert l'Instincto, bon, je suis passé de 30 kg, l'état de cachexie, à presque 50 kg. Là, j'allais déjà beaucoup mieux. Quand j'ai découvert les jus, je suis passé de 50 à quasiment 55 kg. Mon système digérait mieux. Et avec le jeûne, je suis retrouvé à mon poids de forme. De 55 kg, je suis passé à 60 kg. Et d'ailleurs, c'est paradoxal, hein, puisque j'ai repris du poids en jeûnant. Et oui, en améliorant le fonctionnement de mon système digestif, en optimisant ma digestion, j'ai repris du poids. Et là, tout de suite, ça a beaucoup mieux marché. Alors, j'ai fait des erreurs là-dedans. Par exemple, la cure de jus de 3 mois. Eh oui, j'ai fait des erreurs. Et la cure de jus de 3 mois, je ne l'aurais jamais entamée si j'avais connu le principe de la densité. Principe que je vais vous présenter demain soir et qui est pour moi essentiel. J'ai fait des erreurs, par exemple, quand j'ai ramené au début la question de la santé à la question de l'alimentation. Ah ouais, ça c'est quelque chose que j'ai trop fait pendant une longue période. Hein. C'est comme quand on dit nous sommes ce que nous mangeons. La connerie. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons participe à ce que nous sommes, c'est évident, mais nous ne sommes pas ce que nous mangeons, parce que nous sommes aussi ce que nous pensons, nous sommes ce que nous croyons, nous sommes ce que nous disons, nous sommes ce que nous faisons, notre activité physique, nous sommes nos interrelations avec l'environnement. Nous sommes notre adaptation à l'environnement. Nous sommes beaucoup plus que ça. Donc ça a été une de mes erreurs, de tout focaliser sur le plan physique. Et d'ailleurs ça, de tout focaliser sur le plan physique, je l'ai définitivement abandonné il y a maintenant 2 ans et demi, quand j'ai commencé à m'intéresser en plus du caractère instinctif, en plus des jus de légumes, donc de l'augmentation du contenu micronutritionnel, en plus du jeûne, j'ai commencé à m'intéresser radicalement au renforcement de l'organisme, par le chaud, par le froid, par l'exercice physique, le principe de l'hormèse et ainsi de suite. Et là, ça a été la 4e révolution pour moi, qui a vraiment apporté, alors là, un boost incroyable au niveau de ma capacité adaptative, au niveau psychique et cognitif particulièrement. Je vois vraiment la différence, à quel point je suis devenu stable psychologiquement, tranquille, serein. Ça me permet d'être beaucoup plus puissant, beaucoup plus à l'aise. Moi qui étais beaucoup mu par mes émotions, là je suis vraiment serein et tranquille. Et là ça a changé énormément de choses. Et ça a été le renforcement tout azimut qui me l'a apporté. Là encore, un principe que je n'avais pas inclus comme un principe de santé, même comme un principe d'alimentation, c'est ne pas adapter notre alimentation à nos faiblesses, mais plutôt devenir plus fort pour pouvoir s'adapter à un régime alimentaire qui n'est pas toujours idéal, mais pouvoir s'y adapter de toute manière. Alors j'ai fait des erreurs, comme je vous ai dit. Par exemple, la cure de jus de 3 mois, ça c'était une erreur. Enfin, en même temps, comment veux-tu parler d'erreur ? L'erreur n'est pas quelque chose au sens négatif du terme pour moi. Hein. L'erreur, c'est juste qu'on prend une direction, on essaye, ça ne marche pas, on fait demi-tour. Je crois que c'est Churchill qui disait le succès, c'est d'aller d'erreur en erreur sans se démotiver. Donc des erreurs, tu en feras. Si tu commences à faire, tu feras des erreurs. L'erreur est une partie inhérente du processus d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais appris avec l'approche instinctive, c'est de dire en matière d'alimentation, l'erreur est nécessaire. L'erreur est nécessaire. C'est pour ça que quand je vous disais au début la question comment changer d'alimentation sans faire d'erreur, pour moi c'est une mauvaise question parce que tu feras des erreurs et ça fait partie du processus d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est le refus de l'erreur qui fait qu'on reste captif de régimes alimentaires extrêmement restrictifs qui ne nous apportent pas la santé, la vitalité et la joie et le plaisir. Une erreur récente, par exemple, ça a été, par exemple, quand j'ai voulu faire mes 150 jours de jeûne en faisant un jour sur 2, alors qu'à côté de ça, je n'ai pas suffisamment de repos. Hein, donc, c'est pas pour dire 1 jour sur 2, c'est trop, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais Thierry, on comprend plus, nous, on voudrait faire 1 jour sur 2, ça nous va très bien, et tout ce que tu veux. » Mais oui, mais si tu as du repos à côté, si tu as 1 jour sur 2, c'est du repos, ça va très très bien. Si tu as 1 jour sur 2, c'est pas du repos, ça marche moins bien. Trop de catabolisme, trop de responsabilité. Et c'est vrai qu'à titre personnel, il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé à l'époque en me disant « Mais je comprends pas Thierry, bon tu nous dis finalement que tu ne peux pas faire 1 jour sur 2 parce que tu n'as pas assez de repos dans ta vie et tu choisis de renoncer au jeûne plutôt que de renoncer à l'activité. » Et ce n'est pas un message très positif dans ce monde hyperactif et ainsi de suite. Mais globalement, ce que j'ai répondu, je dis « Mais j'ai le droit de faire les choix que je veux. » Franchement, je suis libre de faire les choix que je veux. Il y a des temps dans la vie, j'ai passé suffisamment de temps à m'occuper de moi-même, à me reposer, à accumuler de la santé. Maintenant, j'ai envie de le redonner au monde. Eh oui, c'est un besoin pour moi qui est beaucoup plus important que le besoin de me reposer ou de faire du jeûne 1 jour sur 2. Mais trop de catabolisme, ça c'est un principe que j'ai découvert récemment et voilà, je me le suis pris en pleine figure et c'est pas grave, j'ai fait une erreur et je corrige. Trop de catabolisme. Alors, pour reprendre les questions du début, comment savoir qui a raison ? Pour moi, c'est une question vaine. Au travers de mon parcours alimentaire,
Alors maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu manges, Thierry, maintenant? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Je mange un peu la synthèse de tout ce que j'ai découvert. Je mange beaucoup plus de matière grasse qu'à une époque et je me rends compte que c'est très positif pour moi. J'ai essayé de ne manger que des matières grasses, par contre, c'était catastrophique. Catastrophique. Régime cétogène, c'est catastrophique. Là aussi, c'est un principe que je vous présenterai demain soir, le principe de non-exclusion. C'est-à-dire que si tu exclus délibérément une catégorie de macronutriments, si tu exclus les lipides, si tu exclus les protéines, si tu exclus les glucides, les sucres, ça peut tenir un petit temps, mais ça crée un énorme stress sur l'organisme. Nous avons besoin de ces 3 catégories de macronutriments. Lipides, donc les graisses, les sucres et les protéines. On a besoin de ces 3 catégories. Et si tu t'en prives d'un de ces catégories, pendant un petit temps, ton corps compense et après, ça crée un énorme stress. Pour moi, que des sucres, ça ne marche pas, que des graisses, ça ne marche pas. Et non, c'est la voie du milieu, quelque part. C'est un peu des deux. Donc, je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup plus de matières grasses qu'à une époque. Je mange, selon les périodes, des produits animaux, de la viande et des œufs. Pas tous les jours, bien sûr, loin de là. Il y a des moments où je n'en mange pas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis il y a des moments où je sens que j'en ai besoin, et là je me base sur ma pratique de l'instinct, bien que je ne me fonde pas uniquement là-dessus maintenant, je me fais des salades et ainsi de suite. Il m'arrive de manger cuit aussi, pas des trucs trop transformés, parce que j'aime pas ça, j'ai perdu le goût de tout ça après des années à manger principalement cru, mais ma femme fait régulièrement des légumes cuits à la maison, ainsi de suite, pour les enfants, pour elle et tout, et j'avoue que je n'ai aucun problème à taper dedans, et je me sens très bien avec ça. Je jeûne régulièrement, ça c'est vraiment très très important pour moi, et je pratique le renforcement par l'hormèse. Je prends des jus régulièrement aussi, pas de façon non plus systématique religieuse. Il y a des jours où j'en fais pas parce que j'ai pas le temps, je prends pas le temps, mais dès que j'ai un petit peu de temps, je me pose ou que quelqu'un en fait, alors là j'ai énormément de plaisir à prendre des jus de légumes principalement, et ça marche très très bien pour moi. Donc pour la question, comment savoir qui a raison? C'est une question vaine. Jamais personne n'a de réponse au niveau de notre alimentation de manière figée. Et ce n'est pas des régimes qu'il nous faut, ce sont des principes. Le principe de la densité, le principe de la non-exclusion, le principe du repos digestif. Dans ma formation physio, j'ai ciblé comme ça une quinzaine de principes. Enfin, 8 principaux principes qui sont incontournables. Et puis, il y en a d'autres que je rajoute après. 8 principes. Et l'avantage des principes, je vais vous dire lequel est-il. C'est que si vous suivez des principes, ces principes correspondent à la réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à être discutés. Ce n'est pas une opinion. Ces principes ils correspondent à la réalité. C'est la réalité des besoins de ton corps. C'est la réalité du fonctionnement de ton corps. Une fois que tu as inclus ces principes, que tu les connais comme des modes de fonctionnement, eh bien, à ce moment-là, tu es libre de faire ce que tu veux. Absolument libre de faire ce que tu veux. Tu inclus les principes et tu découvres la liberté. Donc, ce n'est pas un régime que j'ai découvert. C'est un cadre et des principes. Un cadre et des principes dans lequel j'expérimente la liberté. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous transmettre. Vous ne pourrez pas faire de transition alimentaire sans faire des erreurs. Pourquoi? Parce que l'erreur est partie prenante de vos apprentissages. Et si vous reprochez vos erreurs à un autre en disant « Oh, lui, il m'a dit que lui, il mangeait que des sucres, j'ai fait comme lui, je me suis planté, espèce de salaud, et ainsi de suite. » C'est dégueulasse de faire ça. T'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est toi qui t'es planté sur une chose. C'est que tu as reproduit de façon mimétique le régime de quelqu'un d'autre en ne sachant pas qu'un régime était individuel. C'est de ta faute. C'est pas de la faute de l'autre. C'est ta responsabilité. C'est pas la sienne. Combien de fois on m'a dit « Ah Thierry, j'ai fait comme toi et ça n'a pas marché. » Je dis « normal. Elle est normale. Parce que tu t'appelles pas Titi. T'as pas mon mode de vie. T'as pas tu vis pas dans le même endroit que moi, tu n'as pas le même âge que moi, tu n'as pas la même corpulence, tu n'as rien de commun avec moi. Si tu fais exactement comme moi, si aujourd'hui tu viens manger comme moi, tu risques de ne pas être satisfait. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas un régime, mais c'est un cadre et des principes. Ces principes, je vais vous en présenter les majoritaires. Je vais vous les présenter dans le live de demain soir. J'espère qu'au travers de cette histoire, de mon parcours alimentaire, qui a duré 52 minutes, ça fait un peu long, je suis désolé, mais je trouve ça intéressant. J'espère qu'au travers de ce chemin, vous aurez compris qu'il n'y a pas d'alimentation idéale. C'est-à-dire que tu vas me dire, oui, non, chacun a son régime. Je dirais mieux que ça. Il n'y a pas d'alimentation idéale, même pour toi. Pourquoi? Parce que, en fonction de tes âges de la vie, en fonction de tes circonstances, de ton environnement, tes besoins alimentaires vont varier en permanence. Moi, je ne mange pas la même chose en été qu'en hiver. Quand il fait 40 degrés, je vais surtout manger des produits, je vais boire des cocos, manger de la pastèque, manger des concombres et tout, ça va de soi. Je ne vais pas me gaver de noix, d'amandes, voire de miel ou de produits concentrés, de fruits secs et ainsi de suite. En hiver, par contre, j'ai quand même beaucoup plus envie de dattes. C'est évident, c'est l'adaptation. Donc, il n'y a pas un régime alimentaire idéal, il y a des principes que l'on connaît, qui nous permettent de nous diriger
de répondre exactement aux besoins de notre physiologie. Et une fois que l'on connaît ces principes, ensuite, une liberté d'expérimenter, loin de tous les il faut pas, loin de tous les principes contraignants. C'est ça pour moi le principe même d'une alimentation équilibrée qui permet à l'individu de s'épanouir. Il y a des principes. Voilà, ça c'est vraiment. J'ai construit pour vous une formation qui s'appelle Physio. Cette formation Physio, c'est 12 années, c'est la synthèse de 12 années de travail de recherche. C'est tous les principes par rapport à l'alimentation, toute la connaissance de ce qu'il faut savoir sur chacun des aliments, comment les utiliser, comment les préparer, comment les conserver, quels sont les risques avec tel ou tel aliment, les fruits, les légumes, les produits animaux, les noix, les amandes et tout. On passe tout en revue. Je suis en train elle est quasiment terminée, la formation là. C'est plus de 15 heures, 16 heures de vidéos pour vous donner vraiment toutes ces notions-là pour qu'ensuite vous puissiez expérimenter la liberté. Cette formation physio, je vais vous en parler encore demain soir. C'est un truc exceptionnel, c'est une somme de travail, c'est presque 4 mois de travail acharné, même plus que 4 mois parce que j'y avais travaillé déjà depuis longtemps, j'avais écrit depuis longtemps, mais il manquait encore des éléments clés. C'est 4 mois de travail acharné, c'est des collaborations aussi, il y a 2 autres intervenants qui viennent apporter vraiment des notions clés qui vont vous permettre d'expérimenter enfin la liberté dans votre alimentation. Je vous donne rendez-vous demain soir, mardi, pour comprendre les principes essentiels qui président à un fonctionnement normal de votre organisme par une alimentation adaptée. Et ce sont des principes qui vont permettre que toi, tu adaptes ton alimentation à tes besoins, à qui tu es aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais te dire tu dois manger ça, c'est moi qui vais te dire voilà le principe et à partir de ça, toi, tu vas pouvoir déterminer ce dont tu as besoin exactement. C'est la vraie liberté et c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre écoute. Cette vidéo a été un peu longue. J'avais envie de vous parler de tous ces allers-retours, ces expérimentations pour en arriver finalement à la conclusion qu'il y a des principes et que ces principes nous guident vers la liberté. Je vous remercie, merci de partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain soir à 21 h. Elle est super importante la vidéo parce que je vais vous dévoiler 3 principes essentiels mais vraiment incontournables qui vont vous changer la vie et qui vont vous permettre d'évaluer si votre alimentation est en adéquation avec vos besoins ou pas. Et ça va être très important. Vous allez voir, ça risque de vous choquer, de vraiment transformer votre vision de votre alimentation. Je vous donne rendez-vous demain soir. Je vous souhaite une bonne régénération, une bonne vie. Merci pour votre écoute et on se retrouve demain.